à consommer avec modération. Vous êtes toujours sur La Chine en français, par contre à consommer sans modération, avec Jean-Jacques Manceau, auteur des batailles du Trident dans les coulisses du Club Med. Nous parlions donc de ce rattrapage du temps perdu une fois l'OPA conclu par Fosun. Là, on est en 2016, fin 2016. Alors, l'OPA se termine début 2015. Ah, ça se termine début 2015, début 2015, pardon, voilà. d'accord. Donc là, il faut reprendre tous les chantiers qui avaient été entamés avant le début de cette longue OPA, notamment celui du digital. Et puis d'autres chantiers importants, justement, pour moderniser et monter en gamme, stratégie déjà mis en place auparavant. Voilà, pour continuer cette montée en gamme qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ne se termine pas. En fait, c'est une stratégie comme ça ne se termine jamais puisque vous devez toujours innover. Alors, ce qui s'est passé pendant l'OPA, c'est que pendant 2 ans, alors surtout sur la dernière année... Tout était un peu en stand-by. Voilà, sur l'année 2014, le Club Med aujourd'hui a choisi ce qu'on appelle une stratégie d'asset light. Ils ont décidé de ne plus être propriétaires de leur village, d'être locataires de leur village. D'accord. C'est quasiment la même chose, mais le financement ne se fait pas non plus par le Club Med, mais par des foncières, ce qu'on appelle des foncières qui achètent le village et qui le mettent à disposition du Club Med. Et voilà, et contre un loyer, parce que c'est une façon beaucoup plus souple de gérer et surtout une façon beaucoup plus rapide de se développer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand vous aviez les débats sur est-ce qu'il faut faire du haut de gamme, est-ce qu'il faut faire du bas de gamme, est-ce qu'il faut être en Europe, est-ce qu'il faut être en Chine, un certain nombre de partenaires se sont dit mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Parce que là, vous nous dites que vous voulez faire un 5 tridents. Alors, il y avait l'exemple de Cefalù. Alors, ça a été un très bon exemple. Mais il y a eu aussi l'exemple de la rénovation de Cherating Beach en Malaisie. Il y a eu aussi l'exemple de Cherating, c'est un 4 tridents. Moi, j'y étais. Oui, en Malaisie, Beach, c'est un 4 tridents. C'est un 4 tridents. Mais il fallait le rénover parce que les villages en Asie, le Club Med s'est développé très tôt en Asie, mais il y a un certain nombre de ces villages avaient vraiment besoin d'être rénovés. C'était le cas de Phuket, par exemple. C'était le cas de Bali, de Cherating Beach, ou de Bintan Island, en Malaisie aussi. L'un est en Indonésie, en Malaisie, donc il ne faut pas que je me trompe. Et par exemple, ils avaient un projet assez ambitieux à Lombok. Lombok, c'est l'île qui est juste en face de Bali, qui, pour certains, est le Bali d'avant l'arrivée des Australiens. En gros, hein, c'est le Bali d'avant le tourisme de masse. Mm-hmm. Et ce partenaire à Lombok, lui, il dit « Mais moi, vous avez signé avec moi pour un village 4, voire 5 tridents. Si demain, c'est bonhomie, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, est-ce que j'en fais un 3 tridents ? Moi, le 3 tridents, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire dans cet endroit-là. Moi, je veux quelque chose d'assez haut de gamme. Cefalù, c'est pareil. L'idée de faire un 5 tridents très exclusif, c'est ce qu'ils appellent maintenant l'Exclusive Collection, qui regroupe les villages les plus hauts de gamme, ceux qui sont en 5 tridents. Bon, bah, le propriétaire peut dire, moi, j'ai signé pour un 5 tridents, quid si demain on me dit non, on va finalement en Europe, on fera que du 3 tridents parce que c'est plus économique et c'est moins cher pour les clients européens. Donc il y a eu plein de projets comme ça qui ont été mis en stand-by. Il y a même des projets qui ont été abandonnés, un projet au Brésil qui a été abandonné. Et puis les gens, ça rassure pas vraiment les partenaires de savoir que du jour au lendemain, on ne sait pas exactement où on va. Surtout que l'idée que Fosun accompagne cette stratégie était assez plaisante pour tout le monde, parce que finalement, il y avait l'envie des Chinois d'investir pour continuer la montée en gamme, voire l'accélérer. Donc, il y a eu un certain nombre de projets comme ça, de développement, qui ont été mis en stand-by. Après, comme dans toute entreprise, quand vous faites l'objet d'une OPA, vous avez quand même des difficultés à recruter. Parce que, alors pas recruter des géos, parce que bon, c'est des gens qui vont venir 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, qui n'ont pas vocation forcément tous à faire carrière au Club Med. Mais quand vous voulez recruter un directeur du marketing, quelqu'un de très pointu sur le digital, vous devez quand même lui donner quelques guidelines sur la stratégie, sur ce qui va se passer. Donc, vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas vous développer. Oui, non, bien sûr. Il y a toute cette phase où il faut que tout soit fini. Et en 2015, 2016, 2017, on voit arriver dans le monde du tourisme les géants de l'Internet, les GAFA, mais pas que. Les Booking, les Hotels.com, les Amazon. Tous les concurrents.
C'est tout. Des gens qui veulent, et les Airbnb, des gens qui ont une proposition de valeur qui est différente de celle du Club Med, et qui, eux, vont aller chercher les clients et vont amener les clients à s'orienter avec la force du digital sur peut-être d'autres produits. Donc, vous avez besoin d'accélérer dans le digital et vous n'avez vraiment pas les mains libres parce que le digital, ça coûte quand même assez cher. Il faut faire des choses coûteuse, il faut investir. Il faut que ça fonctionne surtout. Vous décrivez très bien la scène de l'inauguration. D'ailleurs, on était en ligne, avec Gino Andretta en décembre depuis de la Chine, la Grande Chine, donc avec Taïwan et Hong Kong. Et dans votre livre, vous dites la responsable du digital, alors je me souviens plus son nom. Anne Brouès. Voilà, et qui dit ma seule crainte était que ce bracelet digital qu'on avait donné à tout ce beau monde qui venait tester le club, donc 4 Tridents de Samoin-Morillon, que ça fonctionne, qu'ils puissent ouvrir leur chambre sans problème quand ils arrivent. Donc j'imagine que le digital, effectivement, il faut quand même qu'il y ait une montée en gamme là-dedans qui fait que ça fonctionne. Alors on parlait justement de recrutement, il se trouve que Anne Brouès est arrivée à peu près à ce moment-là, donc pour elle il y avait une certaine prise de risque parce que quelque part la stratégie aurait pu être très différente, encore que le digital, je pense que le sujet n'aurait pas été abandonné même avec un actionnaire italien. Alors, mais qu'est-ce qui se passe alors au niveau du digital? Ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est que le digital doit améliorer le parcours client, il doit améliorer la sensation, et il doit contribuer à faire des vacances un moment unique. Donc l'idée du digital, c'est comment ce digital peut simplifier tout ce qui est ce qu'on appelle les irritants dans les entreprises. C'est un terme qu'on emploie beaucoup en management. Les irritants dans une entreprise, c'est tout ce qui énerve les clients. Alors il y a aussi des irritants. Donc l'attente au check-in quand on arrive. L'attente au check-in. Location de ski, on attend. Ouais. Moi, j'étais plusieurs fois au ski avec le Club Med. Effectivement, le premier jour, c'est le bordel, pardon. Mais c'était. Non, mais voilà, l'idée. Alors, je vais pas aller vous dire que j'ai été testé tous les clubs à la montagne et que ça se passe super bien à chaque fois. Mais l'idée, c'est d'améliorer le parcours client. Donc, le bracelet électronique, il faut pas, c'est un terme qui est un peu péjoratif parce que c'est ce qu'on donne aux prisonniers pour ça quand ils sortent de prison. Mais la puce électronique qui sert aujourd'hui de carte d'accès à la chambre, elle sert aussi à payer les suppléments. Quand vous prenez un spa ou si vous pouvez avoir toutes sortes de suppléments que vous pouvez payer à la boutique ou des choses comme ça. Et puis, ça sert aussi à un certain nombre de services. Alors, ils ont essayé d'améliorer le service en se disant finalement, dans une compagnie aérienne, en prenant l'exemple d'une compagnie aérienne, on pré-réserve son siège à l'avance, on pré-réserve son repas, si on veut un repas halal, si on veut un repas enfant, on pré-réserve tout ce qu'on veut. Finalement, ça peut se faire très en amont. On n'a pas besoin d'arriver à l'accueil du village ou du club pour passer une heure à donner toutes a priori, ces votre nom, les gens du village, ils le connaissent, ils savent quelle est votre chambre. Donc, on vous met ce petit bracelet et puis, voilà, ça facilite les choses. Et à la fin du séjour, vous n'avez pas besoin de refaire la queue pour payer votre note avant le check-out. On vous envoie la facture comme chez Apple. Enfin, je veux dire, c'est tout simple. Mais chez Apple, vous ne faites pas il est là avec sa petite tablette et vous payez et vous recevez la facture. Alors, l'expérience que j'ai eue, par exemple, quand j'étais à Sheraton, parce que du coup, je me rends compte que j'en ai fait quelques-uns, c'était l'embarras du choix au niveau des activités. C'est-à-dire qu'on arrive, on a tellement de choses. Alors, on peut aller au bord de la plage, on peut aller au bord de la piscine numéro 1, on peut aller au bord de la piscine numéro 2, on peut faire un cours de yoga, de tennis. Du coup, j'étais un peu, mais genre, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Alors, qu'est-ce qui est mieux? Donc, peut-être que maintenant, via la digitalisation du Club Med, ils vont pouvoir arriver avec tout ce qu'on appelle ce big data, et donc de la data de la personne qui arrive, qui a été intégrée en amont dans leur système, peut-être aussi de suggérer, tiens, là maintenant, il y a un cours de yoga, toi qui adores le yoga, face à la mer. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est un des enjeux, c'est qu'effectivement, c'est un des gros enjeux, c'est que la sensation d'un nouveau client, quelqu'un qui découvre le Club Med et qui découvre un village et qui va découvrir effectivement une multitude d'activités n'est pas la même qu'un habitué. Un habitué qui vient tous les ans, admettons à Sheraton Beach, mais plus sûrement en Corse, où lui, il connaît, il sait, il a ses petites habitudes, il va aller à tel endroit sur la plage parce que c'est là qu'il préfère, il va faire le spa à telle heure parce qu'il sait que c'est là où il y a le moins de monde. Et donc là, l'idée, ça se fait par l'intermédiaire d'une application
Club Med Village. Donc, vous avez sur votre application, vous avez toutes les activités qui sont proposées. Vous savez à quelle heure vous avez le cours d'aquabike. Vous avez à quelle heure vous pouvez faire du surf électrique, par exemple, qui est une nouvelle activité. Du surf électrique. Voilà, du surf électrique. Vous remplacez la vague par un petit moteur. C'est très sympa. Alors, j'ai testé ça justement à Cefalù, en Sicile. Donc, voilà, toutes les activités vous sont proposées. Et l'application qui vous permet de suivre tout ça, c'est typiquement quelque chose qui facilite le parcours client. L'idée dans Régis Cardestin, moi, j'ai trouvé très intéressante, c'est que le digital ne doit pas être anxiogène. C'est du happy digital. Alors, c'est un petit peu marketing, mais le happy digital, c'est que le digital ne doit pas être anxiogène, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de donner toutes vos données, de donner toutes vos informations quand vous allez en village. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir un GPS qui dit où sont vos enfants. Machin. Ça, c'est un petit peu anxiogène. Moi, j'ai pas envie de mettre des GPS sur mes enfants pour savoir à quel endroit ils sont dans le village, par exemple. Bon, peut-être il y aura ça un jour, mais en tout cas, moi j'en ai pas envie. Donc, le happy digital... il a rencontré une fille, il est au bord de la plage. Vous pouvez faire du dating, effectivement. Ils vont se sentir un peu surveillés, là. Hein. Non, vous pourriez imaginer une appli où on vous indiquerait où sont les célibataires. Voilà, bon, tout ça, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément ce dont on a envie. Par contre, moi, ce que j'ai envie, c'est de savoir s'il y a du monde à la voile, au ski nautique. J'ai envie de savoir à quelle heure je peux m'inscrire au spa. J'ai envie de savoir jusqu'à quelle heure je peux aller au déjeuner tardif, au petit déjeuner tardif ou autre. J'ai envie de savoir ce qu'il y a à manger au restaurant de spécialité. Voilà. J'ai envie de savoir ça parce que c'est des informations qui vont m'aider à organiser mes vacances. Et là, on apporte quelque chose en plus. Là ils inventent. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne. Et l'idée, c'est aussi et moi j'ai beaucoup aimé ce concept, c'est d'être les meilleurs en digital là où la courbe d'émotion est la plus forte. La courbe d'émotion, c'est une espèce de courbe un peu elliptique où il y a des moments où vous avez besoin d'être vraiment aidé par le digital. Par exemple, vous avez des enfants, vous les amenez au mini-club. Surtout s'ils sont des petits-enfants, c'est peut-être la première fois que vous allez les laisser à des étrangers, à des gens que vous ne connaissez pas. C'est un moment haut dans la courbe d'émotion. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie de passer... si on vous dit, vous avez oublié de remplir, c'est quoi le groupe sanguin de votre enfant ? Alors, allez chercher à la chambre le machin, parce que... Est-ce qu'il a le droit de prendre du Doliprane ? Est-ce qu'on a le droit... Enfin, voilà. Toutes ces questions-là, vous pouvez les traiter avant. Donc, il n'y a aucune raison de les traiter au moment où vous avez votre enfant qui pleure parce que c'est peut-être sa première, un peu comme à la maternelle, c'est peut-être sa première, bien sûr. Son premier moment passé sans ses parents. En effet, donc c'est intéressant aussi cette différenciation entre le client habitué et le client nouveau. Alors moi je reviens sur cette clientèle chinoise, donc première clientèle des quelques 70 établissements dans le monde derrière les Français. Toutes les nationalités confondues, le Club Med a reçu plus de 1,3 million de clients en 2017, donc en hausse de 6,6% par rapport à 2016. Et donc le plus haut niveau depuis 2009. Ça, c'est Fosun, donc dans son rapport annuel qui l'indique. J'imagine que c'est une clientèle qui est particulièrement sensible, on citait les millennials tout à l'heure, à cette digitalisation du Club Med. Est-ce qu'il y a eu une adaptation particulière pour le pays Chine au niveau de cette digitalisation dans le Club Med ou c'est une stratégie globale ? Vous avez interrogé Gino Andretta, qui est l'homme fort du Club Med en Chine, qui développe la Chine et qui commence à bien connaître ce marché, qui m'en a parlé avec passion. Et lui dit quelque chose d'intéressant, c'est que le Club Med en Chine, il démarre en Chine comme il a démarré en Europe dans les années 50. C'est-à-dire que la proposition du Club Med est totalement nouvelle. Les Chinois ne connaissaient pas le Club Med, n'ont jamais vu le film Les Bronzés. Donc, tout ce qui fait l'imaginaire un petit peu qu'on a, nous, en Europe, que ce soit chez les Belges, les Suisses ou les Français, qui sont les trois plus grosses clientèles, eux, non. Le Club Med, c'est qu'est-ce que vous nous proposez ? Il se trouve qu'en Chine, et vous connaissez mieux le marché que moi, aujourd'hui, tout se fait par des plateformes. WeChat et autres. Alors des plateformes ou des plateformes de réservation comme Ctrip. C'est un pays très digitalisé. Hein. Très, très digitalisé. Et il se trouve que cette adaptation à cette digitalisation croissante fait qu'aujourd'hui, vous devez quand même réagir de façon un petit peu différente. Alors, on parlait tout à l'heure des Club Med Joyview. Ce qui est intéressant dans les Club Med Joyview, c'est que sur une plateforme digitale... Joyview, pourquoi Joyview ?
Ça veut dire que... Enfin... C'est le nom D'accord. parce que c'est des endroits qui ont une belle vue. D'accord, ok. C'est généralement des... Moi, Enjoy la view. Ceux que j'ai vus, il y en a un qui vient d'ouvrir à Anji, à côté de Shanghai. Donc, le Club Med Joyview, c'est des clubs qui sont à 2 heures des très grandes villes chinoises. Bon, il se trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en ai visité un à Beidao. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais du coup, c'est ça. Camille, le Deauville pékinois. Beidaihe, peut-être. Voilà, sûrement. Ouais. Pas loin de Sûrement. Pékin, je pense. Hein, Ah oui, c'est ça. Ah oui, je crois que je suis allée. Hein. Non, je suis pas allée, je suis passée à côté. C'était l'année dernière. À Golden Coast, c'est... Alors, j'ai fait un voyage du côté de Qinhuangdao. Oui, c'est là. C'est là, parce que moi, j'y suis voilà. allé. Vous y êtes allé, c'était quand, L'aéroport, c'était en janvier. D'accord. Janvier-février. Il venait d'ouvrir. Janvier-février, oui. Ouais, c'était juste après moi. Enfin, moi, je suis allée en septembre. Il démarrait, 2017. en fait, là, parce que les trois premiers Joyview, il y en a un donc, à Beidao, donc à côté de Pékin. Il y en a un à côté de Shanghai. Et puis, il y en a un troisième qui va ouvrir cet hiver, qui va être de l'autre côté de Pékin. Alors, toute proportion gardée, de l'autre côté, c'est pas... incroyable. Hein, en banlieue est, on va dire. Autour de Pékin. C'est un village qui va s'appeler Great Wall, et comme son nom l'indique, qui va être sur la muraille de Chine. Donc vraiment avec un accès à la muraille dans le village. Donc là, voilà. Ça ne m'étonne pas, parce que Qinhuangdao, c'est vraiment le point de départ maritime de la Grande Muraille de Chine. Ceci explique cela, finalement, j'ai compris. C'est pas loin de la Grande Muraille, du coup, ils vont faire quelque chose autour de la Grande Muraille pour faire rêver encore plus. Alors, je leur fais confiance pour trouver les endroits qui semblent les plus adaptés au marché. Moi, je serais bien incapable de savoir où il faut construire un village. Alors, il y a un village qui va ouvrir à la montagne, mais qui n'est pas un Joyview, qui est un Club Med, on va dire, classique, à Taihu pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Pékin hiver. Donc, alors c'est un village qui est intéressant parce que le village est quasiment entièrement construit par des Français. Vous trouvez dans ce village, il y a la Compagnie des Alpes qui est là-bas. Ouais. Il y a une petite société française passionnante qui s'appelle MND, Montage et Neige Développement, qui construit des remontées mécaniques. Il y a le Club Med qui construit un Club Med. Il y a Pierre et Vacances qui construit un Center Park ou équivalent, qui est d'ailleurs... Pierre et Vacances qui a aussi un actionnaire chinois, donc ce qui explique aussi que ces gens-là profitent aussi du développement de la Chine. Et puis donc c'est pour les Jeux, et il y a l'ESF qui est là aussi pour former les gens. Et puis là ils ont annoncé, alors j'ai vu ça la semaine dernière, que l'équipe nationale olympique de ski chinoise s'entraînerait à Val Thorens cet hiver. Donc il y a des beaux échanges qui se font. Il y a des échanges, voilà, c'est des partenariats. Mais ils partent en vacances, les Chinois, donc comme nous, pendant 2 semaines, ils vont au Club Med. Ils arrivent à se libérer tout ce temps. Ce que j'ai cru comprendre, je ne voudrais pas avoir des certitudes sur le marché chinois, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 périodes qui se détachent réellement sur le marché chinois. C'est la période du Nouvel An, en début d'année, le Nouvel An chinois, où les gens... travaillent un petit peu avant et un petit peu après le week-end pour justement cumuler une semaine et faire une semaine complète. Et puis la période de la fête nationale, qui correspond à la victoire. Dans 2 mois. Voilà, c'est bientôt. Voilà. Et donc, ces 2 périodes-là sont les périodes fortes de vacances. Après, il y a sûrement des grands week-ends. Et ce qui se passe traditionnellement, on sort toujours des chiffres hallucinants sur les déplacements des Chinois pendant le Nouvel An chinois. C'est plusieurs milliards de kilomètres qui sont parcourus. Traditionnellement, ça c'est Gino Andretta qui me confiait ça, traditionnellement les Chinois retournent dans leur famille. Oui. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'idée du Club Med et l'idée d'un certain nombre d'opérateurs, ce serait de dire, plutôt que de retourner dans votre famille Partez en à vacances, la campagne, emmenez votre famille en vacances. Voilà, les 3 générations... Retrouvons-nous à Sanya ou à Beidao. Pas mal comme concept. Hein. Voilà, c'est de dire emmenez vos parents. Finalement, ils ont autant envie de vous voir chez eux que peut-être. Peu importe l'endroit, l'important est qu'on se retrouve ensemble. Exactement. Et alors le gros challenge du Club Med, vous le savez très bien, c'est que la Chine, c'est quand même, ça a été longtemps le pays de l'enfant unique. Et donc on tient à ces enfants, je dirais. Au moins autant qu'un Européen, un Américain, mais voire même plus, parce que évidemment, l'enfant unique, on le choix, et donc tout l'enjeu du Club Med aujourd'hui, c'est comment convaincre les Chinois de laisser leurs enfants et d'admettre qu'ils peuvent laisser leurs enfants dans un mini-club et puis profiter, eux, de leurs vacances. Activités, Et puis faire aussi des activités avec leurs enfants. Alors, il y a une innovation, moi j'ai trouvé ça très intéressante, c'est chez Fosun, il y a une innovation qui est intéressante, c'est que à l'endroit même où ils ont construit leur nouveau siège à Shanghai, Tout à fait, Shanghai. Chinois, voilà.
Et à l'endroit même où ils ont construit les tours, là, le BFC, là, le Bund Financial Center, donc tout le siège de Fosun, il y a un mini-club. C'est un mix entre une université et un petit club. C'est fait en partenariat avec Mattel. Donc, c'est la Mini-University, ça s'appelle. Et l'idée, c'est que les cadres de Shanghai puissent laisser leurs enfants une après-midi, 2 heures, une soirée. Pour aller faire une course. Pour aller travailler. Ouais. Et donc, d'habituer progressivement, et là, c'est là que c'est intéressant parce que la stratégie est totalement nouvelle, d'habituer progressivement les Chinois à l'idée que le mini-club, ça va plaire à leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'en Chine, j'y étais aussi pour la première fois il y a presque un an, et c'est les grands-parents qui gardent encore énormément les petits-enfants. Donc, ils ne sont pas encore habitués à l'idée de nounou. On va s'arrêter et faire encore une pause en musique et on se retrouve tout de suite après pour parler d'environnement, un sujet essentiel en Chine et que le Club Med a pris à cœur aussi dans le développement de certains villages et dans la philosophie de ces clubs. Vous êtes toujours sur Radio LCF, le temps presse. Donc pour terminer cette chouette émission donc autour de votre ouvrage, Jean-Jacques Manceau, Les batailles du Trident, je voulais revenir sur l'aspect environnemental, quelque chose qui est au cœur des préoccupations de Xi Jinping en Chine aujourd'hui. Et également, j'ai l'impression, au sein du Club Med, ils ont essayé de développer des dispositifs respectueux de l'environnement, avec même des campagnes où apparemment on va sur des plages et on ramasse des déchets. Oui, il y a toujours, depuis quelque temps, il y a la Fondation Club Med qui est très attachée à effectivement à intégrer les clubs le plus possible dans leur environnement pour permettre notamment aux enfants de découvrir l'environnement, d'aller à la rencontre d'autres enfants. Après, les préoccupations environnementales, elles sont obligatoires aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire comme vous faisiez avant. Même si au Club Med, ils ont toujours été plutôt pas mauvais dans l'environnement, aujourd'hui, il faut réduire la consommation, il faut recycler l'eau, il faut construire avec des normes très sévères. Donc, voilà, l'enjeu environnemental en Chine, il est colossal parce qu'aujourd'hui, les villes sont irrespirables. C'est tout le pari que fait le Club Med, c'est de dire aujourd'hui, pour aider les Chinois justement à respirer, on leur propose la montagne parce que c'est des endroits où ils vont pouvoir sortir de la ville et prendre l'air. Donc voilà, c'est tout le principe des Joyview. Hein, c'est la station balnéaire pas très loin qui permet de sortir de la ville. Donc c'est vraiment des contraintes qui sont intégrées totalement. Et c'est vrai qu'au travers de la Fondation, il y a plein d'initiatives, effectivement, notamment sur des endroits qui sont très fragiles, comme les Maldives ou des choses comme ça, où il faut protéger. Et en même temps, si on veut continuer à exploiter, si on veut continuer à pouvoir profiter des beaux moments, endroits, il faut les protéger. Et il faut qu'eux les protègent, parce que c'est eux qui sont chargés de ça. Nous, on est que clients. Hein. Merci beaucoup, Jean-Jacques Manceau. Merci, Camille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle donc Les batailles du Trident dans les coulisses du Club Med aux éditions Talendier, donc pour un public divers et varié, parce que vous pouvez même aller piocher vous-même donc les chapitres qui vous intéressent, que ce soit du côté plus technique, boursier, sur l'OPA ou sur justement toute cette rénovation
l'exploitation du Club Med ou l'aspect plus chinois, donc côté Fosun. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h sur radio-lcf.fr et vous pouvez la revoir évidemment sur YouTube et puis on fera un beau podcast. Merci beaucoup. Merci à vous.